Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez sûrement déjà, Mathieu Louvet, créateur de la chaîne YouTube S'Investir avec plus de 200 000 abonnés, un ami, mais aussi dernièrement un conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est justement sous cette casquette que j'ai demandé à Mathieu, et dont il a gentiment accepté, d'intervenir sur une interview exclusive sur comment construire une vraie stratégie patrimoniale. Alors aujourd'hui, Mathieu, on va pas se déchirer sur les actions versus les ETF qu'on en avait l'habitude. Ça sera pas forcément un débat, mais vraiment une session avec un CGP où je vais pouvoir te poser des questions sur les différentes erreurs que tu peux voir, les mythes, les meilleures stratégies et même sur des cas concrets avec des profils types qu'on va voir. Bref, une interview pour tous ceux qui veulent structurer leur patrimoine et prendre une vraie longueur d'avance. Mathieu, bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait super plaisir que tu sois là. Salut Sébastien, avec grand plaisir. Merci de m'accueillir et ravi de pouvoir échanger sur ces sujets, moi qui me passionnent toujours, donc trop bien. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait d'apparition publique, on va dire, tous les deux. Ouais. Et donc, le plaisir est double, en fait, que ça puisse se faire. Et sur la chaîne Invest, c'est la première. J'ai voulu en fait que ce soit la première personne que j'interviewe. Ok, c'est un honneur. Et du coup, ça me fait plaisir en fait. C'est un double plaisir de te recevoir sur cette chaîne-là. Trop bien, et comme tu dis, on est On amis, va on se commencer. déteste pas comme certains ont pu croire après la fin de Money Academy. Ouais, comme on a pu le voir, comme on a pu le lire à certains endroits. On va commencer doucement, peut-être un peu de contexte, et après on rentre un peu plus dans les détails. Déjà, tout simplement, qu'est-ce qui en fait, on a commencé à peu près au même moment dans la même thématique, créateur de contenu en fait sur YouTube principalement. Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment de dire ok, je vais ouvrir un cabinet de conseil? Ouais, alors c'est vrai que quand on crée du contenu ensemble là, au début, moi c'était surtout axé sur la bourse, enfin, moi j'ai toujours essayé d'avoir une approche très globale, tu vois, de l'investissement et du patrimoine. C'est très important parce que clairement il y a pas que la bourse, et il y a beaucoup de gens, tu sais, une erreur classique, c'est j'investis en bourse, mais en fait 90% du patrimoine à côté est dans des livrets ou dans des comptes courants. Ils se rendent pas compte qu'il y a plein d'opportunités derrière à aller chercher peut-être plus de sécurité, mais quand même aller chercher du rendement. Et donc moi j'étais déjà dans tout ça, et donc la gestion de patrimoine, ça c'est très complet, c'est très large, on va dire. Ça m'a beaucoup plu aussi. Et puis après, ça a été des opportunités. Donc j'ai euh, j'ai euh, j'ai fait la rencontre de CGP, donc de conseillers en gestion de patrimoine qui pensaient comme moi, toute cette approche globale, la minimisation des frais, l'approche ETF, l'approche passive, l'approche sur que dit finalement la science pour bien investir, etc. Et on a monté ça ensemble. C'est devenu un cabinet, donc ça m'a servi conseil, et voilà, ça prend de l'ampleur. Mais tout ça, c'est comme ma chaîne YouTube. Ça a jamais été prémédité. J'ai jamais eu un plan que j'ai Hmm. écrit il y a 10 ans. Donc tout ça, ça vient au fil de l'eau, et voilà, je saisis les opportunités entre guillemets. Ok. Euh, petite parenthèse pour ceux qui seraient peut-être intéressés par ce métier-là. Mm. Concrètement, alors si on met de côté la création de contenu et la création de contenu et la formation, si vraiment on veut se concentrer sur l'activité de conseil, en fait concrètement au jour le jour, ça ressemble à quoi ce métier? Qu'est-ce qu'on fait? Alors ce métier, c'est vraiment un métier avec de l'humain. Donc le conseiller en gestion de patrimoine, il accompagne un client dans sa stratégie financière, patrimoniale, même ça peut aller sur des aspects juridiques, etc. Transmission de patrimoine, donc c'est là où c'est très complet. Et c'est vraiment, on rentre dans l'intimité de la personne. Donc on va apprendre combien il a d'enfants, sa femme, son ex-femme, ou son mari, son ex-mari évidemment, ses entreprises. Voilà, on va découvrir tout ça, comment ça marche, combien il se rémunère, combien il souhaiterait avoir, etc. Donc c'est vraiment une approche humaine qu'il faut avoir, du relationnel. Et donc au jour le jour, enfin tous les jours, tu fais quoi? Tu fais des points avec tes clients, tu crées des allocations patrimoniales, tu fais des points avec des experts comptables, avec des avocats fiscalistes. Tu es un peu le médecin traitant du patrimoine du client. Donc après, tu vas Ok. faire appel à des spécialistes comme les experts comptables, les notaires, etc.
Donc tu réfléchis à vraiment cette approche et toi tu coordonnes un peu tout. Et après, là où le conseiller en gestion de patrimoine, là par contre c'est lui l'expert, c'est tout ce qui est vraiment allocation financière, investissement, classe d'actifs. Tout ça là c'est à lui. Par contre c'est lui l'expert, il va pas solliciter quelqu'un d'autre. Mais pour la transmission, tu vois, on va solliciter des notaires. Pour la rémunération du dirigeant, on va solliciter des experts comptables. Donc voilà, il est un peu le chef d'orchestre de tout ça et c'est la personne vraiment de confiance pour le client, pour gérer tout ça. Et donc pas mal de visio, pas mal de rencontres avec les clients. Nous, on a un cabinet physique aussi, on les accueille dans nos bureaux, mais 95% c'est à distance. Puis pas mal de réflexions sur la stratégie globale et coordonner tous les corps de métier qui vont travailler sur le patrimoine du client. En parlant de clients justement qui viennent ou en visio ou au bureau, c'est quel type de clients en général qui viennent, qui viennent te voir en fait, qui viennent voir ton cabinet? Ouais, alors il y a une part significative de chefs d'entreprise. Chef d'entreprise, il y a beaucoup Ok. de problématiques ou en tout cas de choses qu'on peut actionner, des niches fiscales, des investissements qui sont pas forcément accessibles aux particuliers, l'optimisation de la rémunération, etc. Donc là, et surtout la transmission aussi d'une entreprise. Beaucoup de choses à anticiper. Hmm. Donc là, les chefs d'entreprise, c'est vrai que eux délèguent pas mal à des conseillers en gestion de patrimoine. Et après, côté particulier, ben, c'est des gens qui vont avoir un certain niveau de patrimoine, évidemment, une certaine surface financière. Nous, en moyenne, c'est 500 000 euros de liquidité à investir. Donc, Ok. donc nous, dans le cabinet, on prend à partir de 100 000 euros à investir. Et après, donc ça peut être des gens qui ont reçu un héritage, qui ont vendu une boîte, des gens qui gagnent très bien leur vie, voilà. Et j'ai donné la moyenne, mais ça va de 100 000 euros à, je crois que le patrimoine de notre plus gros client, il a un peu plus de 20 millions. Et et alors, ce qu'on remarque aussi souvent, c'est des gens qui précédemment avaient un conseiller en gestion de patrimoine, qui ont été déçus et qui viennent nous voir pour changer et faire une transition avec nous. Ok, d'accord. Ok. Euh, je te propose de rentrer un peu plus dans les détails. Euh, Si un nouveau client vient te voir, c'est quoi comment tu analyses en fait la situation initiale? C'est quoi ta grille de lecture? Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu vas mettre sur le papier? Et c'est avec ces données que tu vas en fait utiliser pour présenter un plan, j'imagine, ou enfin commencer ton étude, que ce soit les objectifs, l'âge, l'horizon de temps. C'est quoi en fait les premières briques de ton dossier en fait? Cette grille de lecture que tu vas faire, comment tu la construis? Déjà, il faut qu'on récupère donc toutes les données patrimoniales du client. Donc, ça va Ok. de euh, où est l'argent, donc sur tous les comptes, tous les biens immobiliers, Où est l'argent? où est l'argent, voilà. Donc, il faut qu'on analyse vraiment tous les placements, les biens immobiliers, les biens propres, les biens, enfin la communauté aussi si du coup il est marié, euh, Hmm. également les biens professionnels. Donc ça, c'est tout ce qui est, on va dire, intuitif. Le CGP, il demande ça. Ce qui va aussi demander Ouais. le CGP, c'est les objectifs du client. Donc, est-ce que l'idée, c'est de générer tant par mois, de se dégager du temps donc pour moins travailler? Est-ce que l'idée, c'est d'optimiser la transmission? Ça peut être d'ailleurs, c'est pas antinomique, on peut faire les deux. Est-ce que l'idée, c'est d'anticiper tel projet, etc. Donc ça, c'est vraiment très important aussi qu'on ait les objectifs parce que tu vas pas du tout investir de la même manière si l'objectif, c'est dans 20 ans d'avoir un groupe Évidemment. capital ou si c'est d'avoir des revenus tout de suite. Profil investisseur aussi, donc est-ce que il a une tolérance au risque élevé? Voilà, ça va aussi conditionner les classes d'actifs qu'on va sélectionner. Il y a aussi quelque chose qui est demandé, c'est l'attrait pour l'investissement socialement responsable ou pas. Alors ça, c'est des demandes qu'on peut avoir Ok. parfois. Voilà, donc là, on va avoir vraiment, il faut qu'on ait tout le tableau pour pouvoir, eh bien, avoir tous les paramètres pour bien proposer quelque chose. Ensuite, évidemment, tout ça, c'est, on va dire, c'est un peu quantitatif. Ensuite, on va parler avec le client, on va échanger, on va voir ce qu'il veut vraiment profondément. Et à partir de là, on va réfléchir à un plan. Et, nous, enfin nous, la philosophie, c'est de toujours réfléchir aussi en groupe. Donc,
Aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes qui est en train de grandir, mais on se fait toujours des retours, on voit qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le client d'un autre, etc., etc. Donc, on bâtit la stratégie ensemble. Et comme je te disais, avec d'autres corps de métier aussi souvent, que ce soit des notaires, experts comptables ou autres. Ok. Euh, Ça serait quoi pour toi on va dire une checklist de base qui s'appliquerait à tout type de profil pour bien construire, enfin pour bien commencer en fait que le début de la construction d'un patrimoine, d'une stratégie patrimoniale soit bonne. Genre quels seraient les fondamentaux, quel que soit l'objectif, quel que soit l'âge, quel que soit l'horizon de temps, quelle que soit l'aversion au risque. Ça serait quoi pour toi les 3-4 trucs peut-être de checklist de base où il faut absolument que ça soit coché avant qu'on aille plus loin, tu vois? Ouais, alors on va dire, bon, déjà si la personne elle a des placements existants qui sont pourris, franchement faut se le dire, ça nous arrive souvent nous. Donc des biens immobiliers qui rapportent Hmm. vraiment pas grand-chose, qui prend beaucoup de temps, on leur a vendu du Ok. Pinel ou autre net de tout, ça leur limite, ils peuvent perdre de l'argent avec ça. Mais des fois, ça peut être aussi des placements sur une assurance vie parce que la personne, elle a sympathisé avec son banquier. Et donc, ici, la personne voudrait pas se séparer de ça. Donc, je pense que déjà, faut être prêt à défaire ce qui a été mal construit pour reconstruire. Donc ça, Ok. c'est un point important. C'est un point important parce que il y a beaucoup de gens qui Intéressant. vont mettre de l'émotionnel dans euh, dans les placements Mhm. existants et lorsqu'on défait, ben, ils vont être très réticents à cette idée. Pourtant, même si on leur explique par A plus B que c'est forcément mieux et qu'ils vont gagner plus de temps et des fois plus de temps, enfin plus d'argent et des fois plus d'argent et de temps. Hmm. Ça c'est intéressant. Donc du coup, si la personne elle est apte à faire ça. Euh, Ensuite, deuxième point, on va dire, nous en tout cas, ce qu'on aime bien comme client, c'est les clients qui veulent comprendre ce qu'on va faire avec eux. Ça, c'est top parce que ça permet d'avoir des gens qui sont beaucoup plus convaincus ensuite par leur placement, qui les tiennent dans la durée, qui sont pas psychologiquement atteints à la moindre baisse parce que ben, la bourse est volatile ou parce que tel placement est risqué ou autre, et qu'ils ont compris l'utilité de chaque truc, la pertinence de chaque placement et le risque associé et donc la volatilité potentielle à court terme, mais on s'attend à du rendement long terme. Donc là, les deux points, tu vois, que je te dis, c'est surtout de la psychologie, parce qu'après, après, j'ai envie de dire, Hmm. on peut tout faire. Hein. Il y a, enfin, au niveau de l'ingénierie patrimoniale aujourd'hui, en tout cas en France, il y a mille et une choses possibles. Donc c'est vrai que des fois, il y a des clients qui sont réticents à investir en bourse. Ben, il y a d'autres classes d'actifs très intéressantes pour aller chercher de la performance, du private equity. Il y a plein de choses qu'on peut Hmm. faire. Donc voilà, on va dire que la checklist c'est surtout au début, hein, quand un client arrive et quand quelqu'un veut vraiment optimiser son patrimoine, c'est être prêt et apte, on va dire, psychologiquement à changer les choses. Et après, bon, il faut de base une situation financière pour améliorer son patrimoine. Si on part de zéro, ben, c'est pas la première chose à faire, aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'abord bâtir son ses revenus, son salaire, augmenter sa surface financière avant d'aller voir un CGP. Sinon, évidemment, ça sert à rien. Et au-delà de cette checklist, justement, est-ce que vous faites tout de même une prioritisation, on va dire, des différentes enveloppes ou classes d'actifs entre l'immobilier, le cash, la bourse, les cryptos, le private equity? Est-ce qu'il y a quand même une sorte de prioritisation qui se fait et que vous essayez de calquer un peu partout en Ouais. fonction, par exemple, de paliers de richesse ou de patrimoine? En fait, c'est ça. Cette Ouais. fameuse pyramide patrimoniale où c'est pas du tout, où c'est pas, enfin, où c'est caduque, c'est vraiment du cas par cas. Alors, on a des modèles de pensée, on a des modèles effectivement, de pyramide de patrimoine à respecter parce que c'est quand même des bonnes références, même si, effectivement, on peut rien industrialiser et c'est forcément du cas par cas avec chaque Hmm. client. Mais c'est bien, effectivement, de respecter. Alors, nous, notre pyramide, elle est peut-être un petit peu différente de ce qu'on voit habituellement, mais l'étage 1,
c'est effectivement avoir épargne de précaution. Ça, c'est vraiment classique. Mais à l'intérieur, nous, on rajoute aussi être bien assuré. Ça, c'est des choses des fois qu'on voit pas forcément, mais Ok. chez les chefs d'entreprise typiquement, si tu es le goulot d'étranglement de ta société et si demain, toi, tu es en incapacité de travailler et tu sais que ton entreprise, en fait, elle marche plus, si t'es plus là, ben, il y a des assurances pour ça, on peut couvrir ce risque. Tu vois, et ça peut être un risque très, très, très dangereux s'il est pas couvert. Ok. Donc, ça s'appelle une assurance homme-clé, typiquement. Mais on va aussi regarder d'autres styles d'assurance pour un particulier, typiquement tous ceux qui ont emprunté en immobilier. On va aussi voir si l'assurance emprunteur, tu vois, elle est compétitive ou pas. Des fois, tu peux gagner pour les mêmes garanties. Donc, tu peux gagner 10 000 euros sur 25 ans de crédit. C'est même des fois 10-15 000 euros. Donc là, on va D'accord. regarder toute la poche sécurité. Ça englobe pour nous assurance, fonds de sécurité. Tu voulais dire quelque chose, pardon? Non, non, je Ok. t'écoute. Je t'écoutais. Euh, Ensuite, l'étage d'après, ça c'est tout ce qui est structuration de patrimoine. Donc là, nous, ce qu'on va regarder, c'est la transmission. Est-ce que tout est anticipé? Alors, je te donne un exemple classique. C'est tu as acheté un bien immobilier avec ton compagnon ou ta compagne. Vous êtes pas mariés, vous êtes pacsé mais sans testament, ou alors vous êtes même pas pacsé. Si un des deux décède, l'autre se retrouve euh, copropriétaire de sa résidence principale avec, imaginons le couple n'a pas d'enfant, avec ses beaux-parents ou Ok. avec sa belle-sœur ou son beau-frère, ou avec ses beaux-parents et sa belle-sœur et son beau-frère. Et tu vois, ça peut être des situations très délicates. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est des choses qu'on alerte. Ah, regardez, madame, là demain, si votre compagnon décède, ben voilà ce qui se passe. Et on peut faire quelque chose de très simple. Se paxer, typiquement, on n'est pas obligé de se marier. Se paxer, on fait un testament. Ça prend 1 heure ou 2 heures chez le notaire et au moins ça, c'est sécurisé. Donc ça, c'est le deuxième étage. Structuration de patrimoine, on l'appelle comme ça, mais ça va englober donc notamment la transmission, les chefs d'entreprise aussi, il y a plein de choses à voir. La fiscalité aussi, il y a plein de choses à voir pour un particulier également. Typiquement, un particulier aujourd'hui qui se fait allumer sur la tranche à 45%. Donc, dès qu'il gagne 1000, il y a 450 qui part aux impôts. C'est très dommage. Et là, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec également les autres étages. Ça va de pair. Donc, l'étage d'après, nous, c'est ce qu'on appelle les actifs de rendement. Donc, nous, c'est très important pour nous de bien diversifier et d'avoir des actifs de rendement. Ça permet donc actifs de rendement. Ce qu'on appelle actifs de rendement, c'est des actifs qui vont te donner des revenus de suite, tous les mois typiquement, comme les SCPI, donc Ok. l'immobilier passif, qui va te faire des rentes tout de suite. Ça, c'est génial pour plusieurs aspects, notamment l'aspect psychologique. Donc, tu sais que là, tu as des revenus qui tombent tous les mois. Je sais pas, tu as 500 euros ou tu as 1000 euros qui tombent tous les mois grâce à ça. Bah après, tu peux te permettre donc d'investir en bourse sur des choses beaucoup plus volatiles, beaucoup plus risquées ou en private equity. Parce que tu sais que tu as ce socle de sécurité. Alors déjà que tu as ton épargne de précaution, mais en plus, tu sais que tu as 500 euros, 1000 euros qui tombent tous les mois. Donc ça, c'est génial. Et tu te dis, bah, ok, je suis prêt à accepter plus de risques après derrière. Et tout ça permet, c'est aussi ça qui est très fort dans le fait d'avoir une approche globale. Tout ça permet ensuite d'investir massivement. Parce que tu as plein de gens qui, comme je disais au début, investissent 10% en bourse. Mais après, comme ils savent que c'est risqué, 90%, le reste, ils en font rien parce qu'ils ont trop peur, ils dormiraient mal si c'était investir en bourse le reste. Sauf qu'en fait, tu as plein d'étages à remplir Hmm. ou tu as plein d'autres classes d'actifs à avoir avant de tout mettre en bourse. Et donc, si tu as d'autres classes d'actifs, tu peux vraiment mettre tout ton épargne au travail, juste garder un fonds de sécurité qui travaille peut-être un peu moins. Et encore, tu peux le mettre au travail avec des très bons fonds euros ou des livrets ou autres. Mais au moins, voilà, dès que tu as de l'argent, tu sais que tu vas pas l'utiliser, tu mets cet argent au travail pour toi. Donc il y a cet étage de la pyramide donc de rendement, mais j'ai dit SCPI, mais ça peut être aussi de la dette privée. Donc ça, c'est des obligations Obligation. d'entreprise, mais non cotées. Ça, c'est une super classe Hmm. d'actifs. En ce moment, il y a des super opportunités d'ailleurs. Donc là aussi, ça peut générer du rendement. SCPI, tu peux avoir autour de 7%, 8% brut. Euh, Dette privée, Pardon ouais. Mathieu, pardon Mathieu, je te coupe parce que tu parlais de ces obligations et que c'était une opportunité.
concrètement, comment on accède, en tant que particulier, comment on accède à ce marché? Ouais, donc dette privée aujourd'hui, C'est forcément via des CGP ou est-ce qu'il y a peut-être des non, plateformes ou j'en sais rien, non, tu peux y accéder. Alors forcément, enfin, il y a des fonds qui sont accessibles que via un CGP. Typiquement, OK, les donc c'est via SCPI des en fonds. direct, tu y accèdes que via des conseillers en investissement financier. Et même si tu passes par la société de Mmh. gestion elle-même, en fait, c'est parce que derrière, ils ont salarié des conseillers en investissement financier en interne. Tu es obligé OK. de passer par OK. un CGP. Et D'accord. typiquement sur les SCPI, t'as pas plus de frais si tu passes par le CGP de la société de gestion. Imaginons, je sais pas, tu vas investir sur la CPI Hirokozen, t'as pas plus de frais si tu passes par eux que par un autre CGP. Donc, donc ça, c'est intéressant de se dire, bah, je choisis, enfin, si j'ai déjà mon CGP, autant passer par lui, en fait. Comme ça, lui, il centralise tout. OK. Et Hirokozen ne va commercialiser que Hirokozen, forcément. Le CGP, lui, il peut commercialiser toutes les Mmh. SCPI du marché. Et pour revenir sur la dette privée, OK. tu as accès à de la dette privée, typiquement aujourd'hui, sur un plan épargne retraite, PER, ou une assurance vie. Ou encore, tu peux en trouver parfois en direct. Et toi, sans passer par un CGP, tu peux accéder à ce genre de fonds. Donc, tu as des fonds, alors, sur assurance vie, c'est accessible à partir de 1 000 euros. Donc, c'est relativement accessible. Et tu as cette dette privée à portée de main sans CGP si tu veux être autonome. Effectivement, c'est une super brique dans ton patrimoine. OK. Donc ça c'est du rendement. L'idée c'est en gros j'investis 1000. En fait il y a 1 000 euros qui partent dans plusieurs entreprises et ces entreprises vont me verser 7 ou 8% par an, imaginons. Donc si tu joues le rôle de la banque, c'est pas sans risque évidemment, mais bien Évidemment. diversifié si tu as investi dans plusieurs boîtes, etc. En fait ce que tu fais c'est t'investis dans un fonds de dette privée qui lui-même va sélectionner les sociétés pour toi. Donc toi tu investis 1000 et après c'est réparti. Et tu as des fonds Mmh. aujourd'hui qui affichent des santé financières d'entreprise vraiment, vraiment très très bonnes, qui affichent des taux de défaut à 0% depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et donc ça sélectionne évidemment. Donc, étage de rendement, donc tu as SCPI, tu as de la dette privée, tu peux avoir d'autres fonds obligataires. Donc vraiment, l'obligation, ça peut être de l'obligation cotée, du coup ça peut être de l'obligation non cotée, dette privée. Tu peux avoir des fonds aussi parfois de private equity. Donc, private equity, c'est tout ce qui est investissement aussi non coté, mais là, c'est des actions non cotées. Et sur des OK. actifs de rendement, tu peux avoir parfois des fonds. Alors, private equity, c'est un petit peu, on va dire, un abus de langage, mais dedans, ils vont mélanger en fait, euh, tu vois, imaginons 20% de equity, donc c'est vraiment des actions non cotées. Tu vas avoir aussi à l'intérieur de la dette, tu vas avoir du secondaire, tu vas avoir, voilà, t'es diversifié et tu as un fonds finalement qui a un niveau de risque assez limité. Tu peux aussi avoir des fonds d'infrastructure. Ça, c'est des choses aussi qu'on voit de plus en plus. C'est quoi? C'est investi dans des panneaux photovoltaïques, par exemple. Donc, OK. donc ça aussi, ça génère du rendement. Ça fait Pardon, t'investis en tant que prêteur d'argent ou comment? toujours en tant que Ou en prêteur. lot, ou c'est loué derrière? Toujours en tant que prêteur d'argent, donc OK, tu prêteur. prêtes de l'argent sur des projets de photovoltaïque ou Mmh. éolien. Donc typiquement, il y a un fonds là que j'ai en tête. Tu as à peu près 300 projets que tu finances avec ton argent sur de l'éolien, sur du solaire, sur des sources d'énergie renouvelables. Et c'est réparti un petit peu partout en Europe. Donc ça, c'est génial. Moi, je préfère D'accord. largement ça typiquement à des plateformes, c'est de crowdfunding sur de l'énergie renouvelable, où tu vas investir dans un seul projet à la OK. fois. Tu sais, tu mets 1000 euros, tu as un projet. Alors, le Mmh. projet se casse la figure, tu as perdu tes 1000 euros. Là, avec ce fonds, euh, tu mets 1000 euros sur ton assurance vie, tu as 250 à 300 projets d'un seul coup. Donc voilà, OK. enfin, ça, c'est un étage pour moi très... Sur la partie rendement, il n'y a pas action à dividende, par exemple, ou des ETF à dividende? C'est pas dans cet étage-là? Non, parce que la bourse, on va dire que la bourse, ça reste du long terme. Donc, OK. tu peux pas investir sur des actions à dividendes sur 2 ans ou 3 ans. Ça n'a pas de sens.
Ok. Donc, et puis, Donc l'étage rendement, c'est vraiment les trucs les plus safe, on va dire que, enfin, ça reste plus sûr que la bourse, par exemple. ouais, tout à fait. C'est vraiment l'étage Ok. en dessous de après. Mais justement, l'étage d'après, c'est vraiment l'étage long terme où là, tu vas chercher un maximum de performance parce que tu es prêt à laisser ton capital travailler plusieurs années. Et, Hmm. euh, et c'est là où tu vas avoir la bourse, donc tu vas avoir des ETF. C'est là où tu vas avoir les meilleures performances à long terme. C'est là où tu vas avoir du private equity. C'est là où nous, en tout cas, on essaye aussi d'expliquer, de faire de la pédagogie aux gens de à quel point cet étage il est très important. Il est même Ok. indispensable, même pour ceux. Enfin, nous, la moyenne d'âge des gens, d'ailleurs, j'ai pas dit ça, mais qui viennent nous voir, c'est 50 ans. Et et nous, même des gens à 60 ans, 70 ans, on met une petite partie à minima sur cet étage-là, parce que, enfin, la plupart de nos clients n'ont pas besoin de mobiliser tout leur patrimoine pour leur train de vie. Et donc, c'est important de Hmm. laisser cette partie-là bien fructifier, quoi. Surtout, enfin, comme ils y touchent pas, autant la mettre le plus possible au travail. Et évidemment, il y en a qui l'investissent pour leur descendance après et pour léguer un maximum à leurs enfants. Ok. Donc là, donc private equity, ça c'est vraiment très démocratisé depuis depuis là les 2-3 dernières années. En assurance vie aussi, pas besoin d'un CGP, t'as des Hmm. choses très très bien en assurance vie. Par contre, les meilleurs fonds aujourd'hui sont quand même accessibles à partir de 100 000 euros via un CGP. Donc là, en direct, toi, Ok. enfin, tout seul, tu n'auras pas accès, et puis il faut une certaine surface financière. Mais les meilleurs fonds, là, vraiment de qualité institutionnelle, c'est 100 000 euros, et c'est appelé sur 5 ans. Donc tu payes 20 000 euros, enfin, tu investis 20 000 euros par appel de fonds tous les ans pendant 5 ans. Ça, c'est le ticket d'entrée minimal pour Ok. avoir accès à ce genre de placement. Et on va dire que le dernier Quand étage, tu dis c'est les meilleurs fonds, quand tu dis meilleurs fonds, ça veut dire quoi meilleur? Meilleur en termes de performance, en termes de qui est derrière l'assureur et le gestionnaire? Ça veut dire quoi meilleur exactement? c'est ça, le meilleur fonds, c'est en termes de structure des frais, en termes de Ok. qualité des fonds sélectionnés. Donc ça va être Hmm. des géants américains, ça va être le top, le premier quartile, donc les meilleurs fonds existants. Et c'est ces fonds en fait. Aujourd'hui, tu prends je sais pas, un des une des meilleures sociétés de gestion private equity, c'est par exemple Equity. Je crois que c'est le deuxième. EQT, tu vois, Equity, Ok. ou en dette privée, tu vois, ça peut être Blackstone. Ces fonds-là, en général, ils demandent à l'entrée 20 millions. Parfois, c'est bien plus. Hein. Si t'as pas 20 millions, tu peux pas accéder. Et donc, Hmm. et ça, c'est vraiment les meilleurs fonds. C'est les meilleurs fonds, c'est le top quartile, c'est ceux qui ont généré le plus de performance. Et tu as un gap énorme entre la moyenne, tu vois, la moyenne du private equity sur les 10 dernières années, c'est autour de 13% par an. Donc ça, c'est une étude EY France Invest. Et si tu prends en fait le top quartile, ils vont être plutôt autour de 16-17. Si tu fais 17% par an versus 13, tu fais la courbe des intérêts composés, Ah ça bah n'a oui. strictement rien à voir en termes de Ouais. résultats finaux. Évidemment. Hum, et donc, si tu veux y accéder, en fait, il te faut 10 ou 20 millions. Autant dire que c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Et ce qu'on fait aujourd'hui des acteurs de private equity, donc, c'est de dire, bah, moi, je vais apporter 20 millions à equity. Et comment j'apporte ces 20 millions? Ben, je prends plein d'investisseurs qui vont investir au moins Je 100 les 000. pool ouais, ok. On fait une poche ensemble et on va Hmm. mettre de l'argent chez eux. Et en fait, ces acteurs-là, ils Ok. arrivent même non pas investir 20 millions, mais plutôt investir 100, 200 millions. Et au lieu d'aller juste sur un fonds equity, ils vont se dire, ben, en plus, on va avoir la qualité de equity, mais aussi de Apollo, aussi de tel gérant, etc., etc. Et cetera. Et on va avoir un fonds de fonds très diversifié et de qualité institutionnelle. Le seul truc, le seul bémol, c'est que tu vas payer une ligne de frais en plus
parce que cet acteur-là qui va se mettre au milieu, il va prendre aussi un peu de frais. Mais c'est la seule option, c'est la seule option, sauf si t'as 20 millions ou du coup 200 millions pour diversifier sur 10 fonds. Ok. Voilà, donc ça c'est le private, mais donc tu as quand même accès à du private equity sur assurance vie ou sur plan épargne retraite ou même sur PEA, PME. Donc tu as quand même accès à ça quand tu es un particulier. PEA, PME, c'est parfois à partir de 10 000 ou 20 000. Assurance vie, c'est à partir de 1 000 euros. Et là, tu as des fonds qui sont pas d'aussi grande qualité, mais qui quand même te permettent d'accéder au private equity de manière accessible et qui te permettent de diversifier sur la classe active qui a généré le plus de performance historiquement. C'est quand même top. Ok. Ça existe depuis peu et c'est en train d'exploser cette classe active. Les gens, les particuliers en raffolent de plus en plus et j'imagine tu as entendu parler par exemple de BPI qui sort aussi des fonds de private equity accessibles à 500 euros. Ouais. Tu vois, si tu veux soutenir la défense européenne, là, ils sont en train de le sortir. Donc voilà, tout ça, ça participe à la démocratisation du private equity et c'est tant mieux, moi, je trouve. D'accord. Ok. C'est très intéressant. J'ai appris des trucs. On a parlé, t'as parlé plutôt des différentes enveloppes. T'as mentionné le PER, t'as mentionné les assurances vie, etc. Si on peut faire un petit passage sur ça, notamment si par exemple on va investir en bourse. Je sais qu'on peut investir en bourse, donc on a les célèbres PEA, on a le compte titre, mais on a aussi de l'assurance vie via les unités de compte, tout simplement. Et le PER. Et le PER. En fait, est-ce que tu pourrais m'aider à clarifier en fait ces enveloppes? Bon, PEA et compte titre, c'est plutôt clair, mais quand est-ce que vient l'intérêt d'aller plutôt investir en bourse via une assurance vie et plutôt qu'un PER, plutôt qu'un compte titre? Et quand est-ce que vient l'intérêt d'investir en bourse via un PER? Est-ce que il y a, est-ce que tout est bon en même temps ou est-ce que ça fait des chevauchements? Ou est-ce que chacun va être adapté à une certaine situation ou à un certain moment de la vie? Ou est-ce que c'est bien en fait d'avoir tout en même temps ou est-ce que c'est un chevauchement inutile, on va dire? Yes, alors ta question elle est complexe, mais si on repart déjà sur le PEA. PEA, si les ETF sur lesquels tu veux investir sont éligibles au PEA, c'est-à-dire si tu veux investir sur un ETF World, Emerging Markets, Russell 2000, même Nasdaq x2, SP500. voilà, là tu vas sur PEA parce qu'il y a pas mieux que le PEA en termes d'avantages fiscal. Donc t'es plus imposé à l'impôt sur le revenu au bout de 5 ans et tout ce que tu fais à l'intérieur, ça aussi on y pense peu des fois. Mais si tu reçois des dividendes sur ton PEA, si tu vends quelque chose sur ton PEA, mais qu'après tu rachètes sans ressortir du PEA, tout ça n'est pas fiscalisé. Ça déclenche pas l'impôt. Et ça, c'est génial. Parce que sur compte titre, dès la perception d'un dividende, dès la vente d'une ligne avec une plus-value, case 30% de flat tax. Il y a un barème progressif sinon, etc. Mais globalement, la plupart des gens vont faire 30% de flat tax. Et ça fait très mal. Tu vois, imaginons, tu as un dividende, tu as un portefeuille qui te génère 5% de rendement de dividende sur ton compte titre. Si tu prends 30% en moins tous les ans, 1,5% de performance en moins, c'est énorme. Donc PEA. Après le PEA, imaginons ton PEA est plein, ou alors imaginons que sur le PEA, tu ne trouves pas les ETF qui t'intéressent, tu vas investir sur d'autres choses. Après le PEA, c'est mathématique. Après le PEA, c'est l'assurance vie qui est le plus intéressant. Pourquoi? Alors, déjà, si c'est une mauvaise assurance vie d'une banque traditionnelle, là, il faut fuir. Là, clairement, c'est pas intéressant. Mais je te parle des très bonnes assurances vie sur des contrats en ligne, typiquement l'NCA, par exemple. Eh bien, là, tu vas avoir 0,5% de frais de gestion. Donc, c'est 0,5% de frais de gestion tous les ans à payer. C'est ce qui rend l'assurance vie moins intéressante que le PEA. Mais sinon, en soi, l'assurance vie a presque les mêmes avantages fiscaux que le PEA. Alors, c'est pas 5 ans, c'est 8 ans.
Par contre, il y a le vase clos, donc si tu reçois des dividendes, si tu arbitres à l'intérieur, ça déclenche aucun impôt, donc ça c'est génial. Et au bout de 8 ans, c'est pas exonération de l'impôt sur le revenu, mais c'est un abattement de 4 600 € par an, 9 200 si on est en couple. Et cet abattement, c'est uniquement sur la part de la plus-value que tu retires, et c'est tous les ans, donc tu peux moduler tes retraits pour que finalement tu n'aies pas d'impôt sur le revenu à payer. Et en fait, on se rend compte, on fait les calculs, nous on a un simulateur chez S'Investir, c'est très simple. Tu fais les calculs, tu te dis, OK, je paye 0,5% par an de frais tous les ans, mais par contre, j'échappe à l'impôt sur le revenu quand je retire de mon assurance vie. Est-ce qu'il vaut mieux ça, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas payer de frais de gestion tous les ans sur le compte titre? Par contre, quand je sors, je paye 30% de flat tax. Et là, ça fait mal. Ok. Le calcul, il est simple, c'est à 10% par an, imaginons, de performance annuelle. Il faut au moins 30 ans d'investissement pour que le compte titre, qui n'est pas grévé de 0,5% par an, soit plus avantageux que l'assurance vie en sortie. Donc, l'avantage fiscal de l'assurance vie apporte un énorme gain face au compte titre. Et encore, ce calcul-là, j'ai pris une hypothèse quand même assez forte que sur le compte titre pendant 30 ans, tu ne vends rien, aucune ligne, et tu ne perçois aucun dividende, parce que là, ça freine encore plus les intérêts composés. Donc, après le PEA, l'assurance vie. Et par contre, là, c'est en parallèle, c'est pas séquentiel, c'est en parallèle, le PER. Le PER, plan épargne retraite, c'est si tu es imposé à une tranche marginale d'imposition de moins 30%, donc 30%, 41 ou 45%. Donc ça se voit très facilement sur l'avis d'imposition. Chaque année, à la fin, on voit tranche marginale d'imposition TMI. Si c'est 30, 41 ou 45, là, il y a un intérêt à aller sur le PER. Et là aussi, nous, on a un simulateur chez S'Investir. Le calcul est très simple aussi. C'est même plus avantageux que le PEA à partir de 30% donc de TMI. Le PER est plus avantageux en prenant en compte évidemment les frais de gestion du PER, 0,5% par an comme l'assurance vie pour les meilleurs PER. Et pourquoi ça? Parce que le PER, imaginons que tu es imposé à 45%, allez, on va même prendre 30%. Si tu investis 1000 €, tu as 300 € d'impôt en moins à payer. Et donc, en fait, quand tu investis 1000 € sur le PER, tu n'investis pas 1000 €, tu investis 700. 300 vient de ton impôt que tu ne paies pas. Et donc, ça fait un effet de levier très fort sur le plan évidemment, qui le rend plus avantageux que le PEA et l'assurance vie. Alors, certains vont me dire, oui, mais tu paies à la sortie, une fois à la retraite, cet impôt que tu n'as pas payé. Certes, mais pendant tout le temps. Oui, mais tu auras capitalisé sans impôt, quoi. Tu auras capitalisé sans impôt. Tu auras capitalisé sur 1000 € avec les intérêts composés sur 1000 € plutôt que 700. Et ça fait une différence majeure. Par contre, avec le plan épargne retraite, il faut être OK de l'effet tunnel. Donc, tu peux pas retirer tant que tu n'es pas à la retraite. Il y a quelques conditions de déblocage anticipé, notamment achat d'une résidence principale. Mais lorsque tu rachètes ton PER pour l'achat d'une résidence principale, si je sais pas, tu as 200 000 € dessus, tu récupères les 200 000 € que tu as versés. Bon, c'est une grosse somme, hein. Mais d'un coup, si tu avais versé 200 000 € qui n'ont pas été imposés, cette année-là, tu te retrouves avec 200 000 € en plus à déclarer aux impôts. Tu vas exploser ton impôt sur le revenu. Donc, tu peux pas retirer peut-être tout. Lors de l'achat d'une résidence principale, tu vas peut-être retirer une partie, mais tu vas te limiter parce que sinon, ça va exploser ton impôt sur le revenu. Donc, bref. Donc, ça, c'est en parallèle et ça peut être très intéressant pour effectivement les profils les plus fiscalisés. Ok. Donc, si j'ai bien compris, une assurance vie, on va parler en moyenne, hein, il y a tout le temps des cas particuliers, mais une assurance vie, ça sert, entre guillemets, à rien tant que le PEA n'est pas rempli. Alors, là, j'ai parlé, on va dire, dans le cas général d'une personne, peut-être un peu comme nous, je suis vraiment, 30 ans. Ouais, je suis vraiment sur un cas général. Voilà, parce qu'effectivement, c'est quand même un cas presque aussi général, mais pour toutes les personnes qui sont concernées par la transmission de patrimoine, l'assurance vie, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que pour tous les versements avant 70 ans,
ce capital-là ne va pas dans l'assiette successorale classique, mais a une fiscalité au niveau de la transmission qui est propre à l'assurance vie et qui est exceptionnelle. C'est 152 500 euros par bénéficiaire. Donc, je prends un cas très simple. 2 parents qui ont 2 enfants, grâce à l'assurance vie, s'ils versent à l'intérieur, donc avant leurs 70 ans, ils peuvent léguer à leurs enfants 600 000 euros, 152 500 fois 2 fois 2, donc fois 4, parce que c'est donc à Bah chaque fois, ouais, c'est fois par deux parent parents et fois par 4, ouais. enfant. Donc Ouais. 152 500 fois 4, ça fait un peu plus de 600 000 euros sans droit de succession. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, il y a des cas quand même, enfin, là, on parle de cas général, mais c'est quand même un cas, nous, qu'on a très souvent aussi, et enfin, il y a beaucoup de gens qui sont entre 50, 60, avant 70 ans qui se préoccupent de ça. Et là, il n'y a pas photo aussi. L'assurance vie a un rôle primordial à jouer avant le PEA qui, lui, n'a pas d'avantage Ok. successoral. Il sera mis dans l'assiette successorale classique. Mais il y a aussi l'histoire de. Enfin, je reviens parce que la façon dont tu as présenté le truc, j'ai bien compris que voilà, le compte titre, c'est vraiment le dernier. Enfin, il y a mieux à faire que le compte titre et que le compte titre, c'est vraiment peut-être la dernière étape ou une des dernières étapes. Mais il y a cette histoire aussi d'accès, pardon, au titre vif, dans le sens où dans une assurance vie, il n'y a pas vraiment de flexibilité comme sur le PEA ou sur un compte titre. Enfin, tu as Ouais. ces fonds euros, tu as les unités de compte, mais il n'y a pas vraiment de OK, je vais acheter ça, je vais vendre ça maintenant, tu vois. Alors, C'est un peu, t'es un peu sous la, c'est géré par quelqu'un d'autre, tu vois, qui lui va acheter des fonds un peu plus globaux. Il n'y a pas cet accès à l'investissement sur des titres vifs, par exemple. c'est vrai, donc ça, c'est un point important, hein. Tu peux être limité dans l'univers d'investissement. Par contre, Mmh. sur l'assurance vie, déjà, tu peux très bien avoir une gestion libre. Donc, c'est toi qui pilotes tes achats, tes retraits, tes arbitrages, etc. Comme un compte titre. Ça se fait vraiment, franchement, très facilement. Ok. C'est pas direct comme le compte titre. C'est pas en 2 clics et en 3 secondes. On va dire que c'est en 15 clics et ça s'opère en 2 jours ou 3 jours ouvrés. Il y a une petite Ok. latence, mais on va dire que c'est pas non plus la mer à boire. Et Mmh. ensuite, sur l'univers d'investissement, alors, tu as plein de trucs déjà qui sont accessibles. On a dit le fonds euro, on a dit du private equity, de la dette privée, des fonds infrastructure, des fonds datés, des fonds obligataires, voilà, des ETF évidemment. Et tu as aussi des titres vifs à l'intérieur de l'assurance vie pour les meilleurs contrats. Je crois pour les meilleurs contrats, tu as une sélection d'un peu plus de 1000 actions possibles. Donc, t'as grosso modo le S&P 500 plus le CAC 40 Ok. plus les gros D'accord. titres européens. Donc, si ça se trouve, Mmh. tu trouves ton bonheur quand même dans l'assurance vie et tout ton portefeuille d'actions que tu as sur ton compte titre. En fait, si ça se trouve, il est éligible à une assurance vie. Et avant d'ouvrir une D'accord. assurance vie, tu peux consulter la liste précise, exhaustive des supports. Et tu peux déjà te rendre compte, est-ce que mon portefeuille, je peux le mettre sur cette assurance vie ou est-ce que j'aurais besoin du compte titre. Après, je peux très bien compléter, c'est-à-dire que tu as tous les titres sauf 3, les 3 derniers, je les mets sur un compte titre. Mais autant profiter de l'assurance vie si c'est bien plus avantageux. Mmh. Ok. Intéressant. Et même ouais, donc on a parlé des frais. Ok. Sur les cryptos, parce qu'on n'a pas encore abordé le sujet des cryptos, même toi, tu l'as pas abordé. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans le cadre de ton activité, c'est quelque chose que tu recommandes ou tu es un peu, voilà, bon, je vous conseille pas trop de le faire, mais si c'est un peu à vos risques et périls, ou est-ce que ça rentre vraiment dans, est-ce que c'est une partie intégrante de ce que tu peux conseiller? Et si oui, est-ce que, enfin, comment toi, de ton côté, ben, en fait, c'est quoi ton approche par rapport à à l'achat et la conservation des cryptos et surtout, par rapport à ton activité, la fiscalité des cryptos? Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas abordé parce que je crois qu'on avait juste pas mis le chapeau sur la pyramide, qui est effectivement les actifs Ok. exotiques. Alternatif, j'imagine. Et, Ouais. à Mm. l'intérieur, nous, on place effectivement la crypto, donc ce qu'on peut faire avec notre activité. Voilà, alors certains vont mettre des montres, de l'art,
des voitures de collection, toutes sortes de choses. On va dire que moi personnellement, c'est un peu aussi l'ADN du cabinet, c'est-à-dire que à part des cryptoactifs, il y a peu de classes d'actifs exotiques qui sont réellement intéressantes. T'as toujours des superbes histoires, hein, l'art à rapporter tant, les voitures de collection, où on a tous un ami qui a une connaissance, qui a fait fortune, enfin, ou qui a doublé son prix sur des baskets, sur des sneakers rares. Ouais. Mais il y a un gros biais du survivant dans tout ça. Et il y a pas mal d'études, notamment sur l'art, qui ont montré ce biais du survivant sur les performances de l'art et à quel point finalement c'est pas du tout aussi rose que ça en a l'air. Parce que des fois tu vois des courbes de regarde ça surperforme le S&P 500. Si tu avais pris le top 20 des œuvres d'art, en fait c'est le top 20 aujourd'hui. Donc il y a un biais rétrospectif évident, quoi. Donc bref, Ouais, j'ai compris. donc les cryptos, le problème aujourd'hui des cryptos, effectivement, c'est que pour l'instant, ils sont pas éligibles à des enveloppes fiscales intéressantes comme le PEA, PEA, PME, assurance vie, PER. Nous, on a discuté un petit peu avec les assureurs et c'est un truc qui possiblement pourrait arriver sur des assurances vie à horizon peut-être 3 ans, hein, même si les assureurs, hein, ils sont très conservateurs. Donc, ils y vont tout doux, mais je les vois bien un jour faire quelque chose. En tout cas, c'est éligible à un truc, c'est les PER bancaires. On va peut-être passer ça Ok. sous silence, mais globalement, tu as 2 sortes de PER, les assurantiels et les bancaires. Et sur un PER bancaire, tu peux avoir accès à de la crypto, mais les PER bancaires sont pas les plus intéressants des PER. Bref. Donc, nous, ce qu'on fait, en tout cas, chez Saint-Massier Conseil, c'est que la crypto, nous, on va dire, notre conviction, c'est que gérer soi-même, soit t'es vraiment un gars qui est passionné par les cryptoactifs, qui adore la tech, qui adore bidouiller. Et à ce moment-là, tu peux être intéressé d'avoir des cryptos chez toi, sécurisés, avec une ledger, un cold wallet, etc. Donc si t'es pas quelqu'un qui bidouille, qui est vraiment axé tech et qui est vraiment fan des cryptoactifs, c'est très compliqué. De un, c'est Ouais. pas forcément hyper sécurisé non plus parce que tu perds ta passphrase, bah tu perds tes cryptos. Ok. Donc nous, soit le client il gère ça lui-même, soit on fait appel à des experts sur le domaine qui vont sécuriser donc il y a des prestataires, hein, avec qui on peut travailler et qui font tout pour sécuriser au maximum. Soit autre option, sur un compte titre, tu peux avoir des ETF crypto. Et là, tu délègues en fait aussi la sécurité de tes cryptos à une société de gestion qui va tout gérer. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé, hein, des ETF quand ils sont sortis aux États-Unis. Ouais. Pourtant, en Europe, ça existait avant les États-Unis. Il y en a énormément. On a déjà des ETF crypto. Tu as même des ETF crypto qui font du stacking. Donc, Les ETP. Les ouais, ETP. c'est ça. C'est des C'est pas ETP. vraiment des ETP. Quand tu fouilles Ouais. un petit peu, tu te rends compte que ils voudraient être Surtout des les ETF. 21 shares. Je crois que c'est les 21 shares en Europe, je pense, hein. T'as 21 Shares en Europe, t'as Van Eck, t'as 21 CoinShares, shares, ouais. Ouais. t'as Ouais, ouais. WisdomTree, t'en as pas mal. Et Mm. en fait, quand tu fouilles, ce sont pas des ETF parce qu'ils n'ont pas le droit en Europe, mais ça fonctionne exactement comme des ETF. C'est-à-dire que Mm. tu peux, ça j'en ai parlé avec un mec de chez 21 Shares. Imaginons tu as 100 000 euros sur le TP, du coup, Bitcoin de 21 Shares. Tu peux aller les voir Ok. et leur dire j'ai 100 000 euros, j'aimerais les récupérer sur ma clé Ledgers et ils peuvent te faire ça. Donc, c'est pour dire en tout cas que derrière, en fait, ils ont bien les cryptos. Évidemment, c'est du 100% backing Mm. crypto. Donc, pour 1 euro acheté sur leur ETF Bitcoin, tu as 1 euro qui est stocké en Bitcoin, effectivement, sur leur clé. Et si tu veux, du coup, tu peux En même aller effet. le récupérer, quoi. Enfin, Ouais. donc voilà. Et tu as même des ETF, je disais, Ok. qui font du stacking. Donc, sur des crypto-monnaies où on peut générer du rendement grâce au stacking. Mais l'ETF va faire ça pour toi automatiquement.
et va verser ce rendement-là sur la performance de ton ETF. Toi, tu n'as rien à faire, tout est passif. Ok. La sécurité est déléguée et toi, tu as un vrai instrument régulé parce que quand tu es coté, quand un ETP est coté, c'est par contre très réglementé, c'est très contrôlé, etc. Hmm. Donc, ça ajoute aussi une mesure de protection. Et si tu es une personnalité publique, on va pas te braquer et te demander ton ETP crypto parce que tout simplement, c'est pas possible vu que c'est dans un compte, un compte d'investissement sécurisé et t'as pas tes cryptos chez toi, comme on a pu voir des fois des histoires hallucinantes de séquestration ou Hmm. autre à cause de crypto, quoi. Ouais. Malheureusement. Ok. Et en termes de fiscalité crypto, est-ce que vous avez des conseils particuliers ou des petits tips sous la botte spéciaux où c'est vraiment où il n'y a pas encore trop de il y a pas encore trop de régulation et donc de failles à exploiter pour ça. Bah, déjà, on va attendre que ça soit éligible à l'assurance vie. Là, il y aura un vrai avantage fiscal. Après, tout le monde, Hmm. j'imagine, ceux qui investissent en crypto savent que quand tu investis sur des plateformes qui te permettent de swapper sur des stablecoins, si tu veux éviter la fiscalité et sécuriser ton investissement sur des stablecoins, bon, Ouais. ça t'échappe des impôts. Et puis après, voilà, il y a pas 36 trucs. Si tu as généré moins de 305 euros de plus-value sur une année, bon, ben, t'es exonéré pour l'instant. Et la fiscalité crypto va possiblement changer dans les mois ou années à venir. Ils veulent quand même changer ça. Et voilà. Et après, sur compte titre, c'est 30%. Enfin, ou en direct aussi d'ailleurs, enfin, c'est la flat tax ou le barème progressif. Il n'y a pas, Ok. sauf si tu fais des choses qui, aux yeux du fisc, ne sont pas légales, hein, et qui, tu vas cacher Évidemment. ou autre. Nous, on n'a pas Ouais. d'astuce là-dessus, évidemment. J'avais entendu parler parce que j'avais fait une analyse de portefeuille sur cette chaîne et mes recherches m'ont fait découvrir le concept du crédit lombard crypto. Je sais pas si tu en as entendu parler. Où justement tu mets en garantie en fait tes cryptos, donc qui ne sont pas revendus. C'était un utilisateur qui avait une grosse plus-value et c'était dommage en fait il voulait pas du tout se faire fiscaliser si tôt, on va dire. Et en fait, mes recherches m'ont fait découvrir que s'il convertissait tout ça en stablecoin, donc déjà, il se fait pas fiscaliser sur la conversion parce il est officiellement toujours en crypto, et qu'il y avait des services de crédit lombard en crypto où tu donnais en fait en garantie ton stablecoin et il te donnait un prêt à hauteur de 80%. Donc si tu donnes 100 euros de stablecoin, ils vont donner 80 euros à investir. Donc c'est un crédit lombard et donc tu gardes en fait la propriété, mais c'est une garantie. Et derrière, il va pouvoir en fait investir cet argent, ce prêt, dans une autre classe d'actifs ou dans une même classe d'actifs. Et en fait, c'est comme s'il avait sorti en fait sa plus-value sans être fiscalisé, puisque il va obtenir un prêt tout en conservant ses actifs. Donc c'est comme s'il sortait sa plus-value et il n'est pas fiscalisé sur ce prêt, qui va pouvoir réinvestir autre part et ensuite payer des intérêts. Mais ça reste plus intéressant pour lui parce que déjà le prêt il le rembourse en mensualité et c'est inférieur, le taux d'intérêt est inférieur à son taux d'imposition derrière, tu vois, qui va payer parce que le taux d'imposition il va payer un impôt une fois annuel à hauteur de 30% classique. Oui, oui, alors ça, c'est, donc le crédit lombard, oui, ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et c'est vrai, tout ce que tu viens de dire, en fait, c'est vrai en crypto, mais c'est aussi vrai sur les actifs financiers classiques. Tu peux mettre en collatéral une assurance vie, un compte titre, un PEA, une assurance vie luxembourgeoise. Ça se fait beaucoup au Luxembourg, donc tous les contrats luxembourgeois. Les Luxembourgeois, ils sont très adeptes de ça, donc c'est assez facile à faire. Un peu plus difficile sur des assurances vie françaises typiquement. Mais, euh, mais oui, ça c'est aussi quelque chose qu'on fait et ça c'est quelque chose qui peut être très optimisé parce que c'est ce que tu viens de dire. Tu as une assurance vie avec une forte plus-value, tu veux pas retirer de ton assurance vie parce que ça peut être fiscalisé ou autre, ou tu veux laisser même tes investissements continuer de fructifier. Donc là, dans le cas que tu exposais, il passe en stablecoin.
avec des actifs financiers, tu peux rester sur des actifs financiers. Mm. D'ailleurs, tu as des crédits lombards qui existent aussi sur du Bitcoin. Tu peux rester en vrai investi sur des cryptos. Alors, Bitcoin, ça se fait plus que sur des cryptos très exotiques, où là, ça peut carrément ne pas se faire. Mais par contre, il peut y avoir des appels de fonds. Hein. Donc, si tu as 100 000 euros en Bitcoin, on te prête, on va pas te prêter 80% sur du Bitcoin, mais allez, on te prête 60 000 euros. Si tes Bitcoins commencent à descendre à 80 000 euros, on va te dire, remets de l'argent sur ton collatéral, ou sinon, nous, on va prendre tes Bitcoins. Ouais. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qui peut être très puissant parce que, comme tu disais, rembourser un prêt ou en tout cas toucher de l'argent d'un crédit n'est pas fiscalisé. Donc, typiquement, la personne qui veut, imaginons un chef d'entreprise, il veut se verser 10 000 euros par mois. S'il se verse 10 000 euros par mois avec sa boîte, imaginons qu'il n'ait rien optimisé, il paye 80%, il est en SASU, il paye 80% de charge. Donc pour 10 000 euros, sa boîte doit payer 18 000. C'est énorme. Ouais. Mais là, il peut se dire, moi, je me verse 1 000 euros, comme ça, je cotise pour la retraite, je valide mes trimestres et tout. Par contre, les 9 000 euros, ce que je fais plutôt, je vais faire un crédit lombard. Je vais emprunter, je sais pas moi, 200 000 euros, 200 000 euros, et je vais financer mon train de vie comme ça. Et les 200 000 euros que je vais recevoir en cash, au lieu de payer 80% de charges avec ma société, je paye juste 3% ou 4% d'intérêt sur ces 200 000 euros. Tu vois. Mm. Alors, j'ai dit 200 000 euros, mais tu peux peut-être emprunter moins. Hein. Enfin, tout est modulable. Et la puissance du crédit lombard aussi, c'est que tant que tu as tes actifs, le crédit est infini. Alors, en général, il dure 5 ans, mais en soi, au bout de 5 ans, tu peux le renouveler et tu peux le faire rouler. Donc, puisqu'en fait, on va dire que la banque qui te fait le crédit, elle prend aucun risque parce qu'elle, à tout moment, elle saisit ton collatéral. Donc, elle peut t'emprunter, voilà, même si tu as 80 ans, tu continues de faire rouler ton crédit lombard sans problème. Ça, c'est un outil très, très puissant en gestion de patrimoine, effectivement. Et donc, ça peut être en crypto, ça peut être sur les assurances vie, les comptes titres, ça peut être sur tous les actifs financiers, ça existe. Ok. Alors je connaissais pas la technique de je me verse un salaire avec le crédit lombard, mais c'est vrai que sur le papier ça semble intéressant quand tu compares par en fait avec les charges. Autant payer tes 3 ou 4% d'intérêt plutôt que ton 80% de charge, quoi. Ah, exactement. Ou même, tu te dis, est-ce que je retire de mon compte titre pour payer 30% de fiscalité, ou est-ce que plutôt je préfère payer 3% d'intérêt sur mon crédit? Voilà. La question est vite répondue, comme on dit. Et en plus c'est mensualisé, alors que l'impôt tu le payes en une fois. Ouais, et en plus, tes investissements, s'ils sont bien faits, tu les laisses fructifier et ça peut même Ouais. couvrir tes intérêts. Hein. Ok. Parfois, on a des gens qui ont justement des actifs de rendement en collatéral qui leur génèrent 5 ou 6%, et de l'autre côté, ils payent 3 ou 4% d'intérêt. Donc, en fait, le crédit, il est remboursé par les actifs qui continuent de générer de la trésorerie à l'intérieur. Réalistiquement, c'est accessible à partir de combien un crédit lombard? On va dire que les crédits lombards sur des contrats français, sur ton PEA, typiquement Boursorama, ils ont une offre de crédit lombard, c'est à partir de 10 000 euros sur ton PEA. Donc c'est hyper accessible. Par contre, c'est pas la meilleure offre de crédit qui existe. Ok. Les meilleurs crédits lombards sont au Luxembourg, et un contrat luxembourgeois, c'est à partir de 250 000 euros. Ok. Ok. Très bien. Ok, alors avant de terminer avec les 2-3 cas pratiques, j'ai 2-3 questions sur les erreurs et les mythes, histoire de conclure cette grosse introduction sur la construction de patrimoine. Donc toi, j'imagine que tu as vu beaucoup de clients, donc tu nous as un peu dressé le profil, un peu l'âge moyen, un peu le patrimoine moyen, etc. de tes clients. C'est quoi les 2-3 erreurs que tu vois le plus souvent, en fait, les plus communes? Les erreurs de clients, Franchement, l'erreur la plus... les erreurs de clients. Pardon? Les erreurs de clients, je parle. L'erreur, nous, qu'on voit la plupart du temps, c'est des clients qui arrivent avec des contrats existants et avec des frais mirobolants, des contrats pourris, des assurances vie pourries, sur des banques traditionnelles.
Et ils ont commencé à regarder, tu vois, des vidéos YouTube sur ma chaîne, sur ta chaîne. Ils ont compris qu'il y avait mieux à faire. Ils ont compris que en fait il y avait d'autres choses accessibles, etc. Et donc ils veulent changer. Et la plupart du temps, c'est des gens qui arrivent et qui sont méfiants, tu vois, des banquiers, parce qu'ils ont compris que si leur contrat a rien rapporté sur les 10 dernières années, c'est pas du tout normal et c'est que le banquier il s'est gavé. Ça c'est l'erreur, franchement la plus classique, des frais énormes sur des contrats existants, typiquement une assurance vie, quoi. Ok. Une mauvaise assurance vie. Erreur numéro 2, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est oui, j'investis, et après quand on creuse, en fait, il y a 50% ou 60% de liquidités, des PEL, des livrets, des comptes courants d'entreprise avec 500 000 euros, Ok. alors qu'il y a pas besoin de cette trésorerie du tout. Voilà, ça c'est avoir trop de liquidités improductives, juste exposé à l'inflation, ça crée un énorme manque à gagner. Tout comme les frais, qui créent un énorme manque à gagner, les frais de contrats pourris, quoi. Euh, et enfin, contrat pourri, ça va aussi avec Pinel, investissement aussi immobilier pas très fructueux suite à une recommandation d'un ancien CGP ou autre. Et troisième erreur aussi, troisième truc vraiment classique, c'est j'ai de l'immobilier, je veux garder mon immobilier parce que la personne est s'y attachée, même si c'est du locatif, hein. Et quand on fait une analyse de la rentabilité nette de taxes foncières, d'impôts, de travaux, de tout, le bien immo, il rapporte 2-3% max par an, sachant, comme on le disait tout à l'heure, avec des actifs de rendement, aucune charge mentale, et tu peux avoir du 5%, 6% net aussi de tout, de toute fiscalité, et tu gagnes 2 fois plus d'argent versus du 3% du coup, sans une seconde à gérer Ouais. et sans gérer la énième fuite d'eau dans ton appartement locatif. Ok. Voilà, ça c'est après à chaque fois que je dis ça, il y a des commentaires de non mais en immobilier, il a rien compris Mathieu, on peut faire des très belles choses. Je dis pas le contraire. Il y en a qui font très très bien les choses et des fois on est surpris et on dit super, l'immeuble de rapport, il y a rien à faire, faut le garder. Cet appart en coloc ou autre, c'est très bien, si ça vous va, c'est très bien. Mais j'assure en tout cas que la plupart du temps, les gens se rendent pas compte de à quel point ils peuvent avoir plus de rentabilité et moins de charge mentale en arbitrant sur du financier. Hmm. Et là, c'est lié un peu à l'émotionnel, je pense aussi. C'est beaucoup lié à ce qu'on parlait au début avec l'émotion. Ouais. Avec l'émotion. Ok. C'est quoi pour toi le mythe le plus dangereux que tu vois sur les réseaux sociaux dans la thématique de l'investissement? Et je ne prendrai pas mal si tu parles des dividendes. Euh, Genre, c'est quoi quand t'entends ce conseil, tu te dis putain, mais non, là, non, les gars. ouais, bah, j'ai envie de dire, fut un temps, c'était peut-être les dividendes, mais ça s'est vraiment calmé, j'ai l'impression. Euh, non, on va dire que moi, il y a un mythe. On va dire qu'il y a deux mythes. Euh, Premier mythe, c'est faut pas investir en bourse parce que c'est trop compliqué, c'est trop complexe, c'est trop dangereux. Bon, Ouais. là aussi, les gens, en regardant nos vidéos, ils commencent à comprendre en fait que pas du tout. Et je trouve le deuxième mythe, et là, je pense aussi, on n'est pas forcément d'accord, mais deuxième mythe, c'est tout le monde peut s'improviser gérant de fonds, quoi. Ouais. Euh, et, euh, et donc, il y a beaucoup de gens, enfin, encore tout à l'heure, là, j'ouvrais Facebook et je vois un groupe Facebook. Le gars, il dit, voilà, j'ai commencé en bourse au début du mois. Qu'est-ce que vous pensez de mon portefeuille? Bon, je regarde un petit peu, tu vois, et il a que des actions bon, très très connues, des trucs du CAC 40, etc., du Total, du Air Liquide et tout. Il a ça sur son compte titre. Donc déjà, tu te dis, bah, pourquoi t'es pas sur PEA? Mais surtout, moi, je trouve que
c'est un mythe un peu de se dire que, enfin, tu sais, c'est les statistiques les plus classiques, hein, mais plus de 90% des gérants professionnels sur le long terme n'arrivent pas à surperformer une simple stratégie ETF. À quel point les ETF aujourd'hui ont été prouvés par A plus B que c'est une des meilleures manières d'investir pour un particulier, même pour les professionnels finalement, parce que eux n'y arrivent pas non plus. La diversification, tout ça, c'est des choses qu'on connaît, le long terme et l'humilité en bourse. Et c'est vrai qu'il y a un mythe un peu de faites les choses vous-même, c'est très facile. Et les gens composent leur portefeuille, mais ils se retrouvent souvent avec des déboires. Enfin, nous, ça nous est arrivé aussi, hein, un client typiquement qui est venu nous voir. Alors, il a été très honnête sur ce qui s'était passé. Il avait perdu 250 000 euros en investissant sur, je crois que c'était Atos, voilà, sur une action qui était bon père de famille entre guillemets. Et c'est des choses que tu peux voir sur des actions comme Atos, Alstom, Orpea et d'autres boîtes, tu vois, qui semblent tout à fait bien, tout à fait cohérentes et tout, mais qui peuvent s'effondrer, quoi. Et même si tu as un portefeuille, tu vois, de 10, 20 boîtes, ça peut faire très mal, mais surtout, le gros risque, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, avec du recul, regarder ce qui s'est passé et tu te dis, pourquoi j'ai passé autant de temps à essayer de créer mon portefeuille alors qu'une simple stratégie ETF aurait rapporté plus et m'aurait fait économiser du temps. Parce que moi, je trouve qu'il y a un truc, on dit très peu aussi, c'est que les gens, ils cherchent à optimiser le moindre le moindre petit truc dans leur portefeuille, le moins petit pourcentage sur telle action, sur telle action. Tu perds un temps fou sur une performance supérieure, très peu probable, voire parfois improbable. Alors que si tu investissais vraiment ce temps pour générer de la valeur, en fait, tu crées pas de valeur ici. Si tu investissais vraiment ce temps pour générer de la valeur, si tu veux vraiment avoir un portefeuille qui grandit, le premier axe pour la plupart des gens, c'est pas d'améliorer ta performance. Prends une simple stratégie ETF, ça sera très bien. Le premier axe, c'est essayer d'investir plus tous les mois. Ça va vraiment porter ta performance vers le haut. Et donc, essaye de plus épargner, essaye de gagner mieux ta vie, essaye d'entreprendre ou essaye voilà. Mais ta valeur ajoutée sur la gestion d'un portefeuille, elle va être presque inexistante, voire contre-productive. Tu vas plus perdre de l'argent en gérant ton portefeuille qu'en ne le gérant pas et en faisant une simple stratégie ETF. Ça, c'est ma conviction profonde pour la très grande majorité des particuliers. Ok. Ouais, les portefeuilles les plus performants sont ceux des morts, comme on dit. Ouais, ceux qui n'y touchent pas, biais d'action et friction fiscale et friction de mouvements, de frais, etc. Ça, c'est clair que le plus passif tu es en bourse et le plus tu gagneras. Ok. Je te propose de passer au cas pratique. J'ai 2-3 exemples de situations et un peu voir comment toi tu conseillerais ces personnes-là. J'ai essayé de faire en sorte que ces cas pratiques couvrent une grande majorité de la population française. Donc ça va être un peu 3 profils types en fait de la population. Donc le premier, c'est un salarié, il s'appelle Paul. Il a 30 ans. Okay. Il épargne entre 500, il peut épargner entre 500 et 1000 euros par mois. Et il a envie il a pas envie de bosser jusqu'à sa retraite. Il a 30 ans, mais voilà, il veut pas bosser jusqu'à 67 ans. Il veut être libre, indépendant, financier le plus rapidement possible, mais pas non plus urgent, c'est pas non plus dans 2 ans, quoi. Mais il veut pas aller bosser toute la retraite. Quel serait pour lui, qu'est-ce que tu mettrais en place? Quel placement privilégié? Quelle part de risque à cet âge, avec ce niveau d'épargne et avec une volonté simple pour lui, son horizon, c'est je veux pas investir pour partir à la retraite à 67 ans. Pour lui, il veut être libre avant la retraite, tout simplement. Ok. Alors, je pense j'ai pas donné plus de détails. Ce qui pourrait être pas mal, c'est vraiment de définir. Ouais. Pardon, vas-y.
J'ai fait exprès de pas donner Donc, ce qui plus de serait très détails. C'est bien pour vraiment une lui, ça serait de situation assez définir générale. déjà son... Ok, yes. Il y a une petite latence, je crois. Ok, mais je Pas de pense souci. pour lui, déjà pour moi le point le plus important là, pour aller plus loin avec lui, ça serait déjà de savoir ce qu'il entend par être retraité, enfin être libre financièrement, et surtout à quel âge. Donc, analyser ses dépenses aujourd'hui. Imaginons il dépense 1500 euros tous les mois. Est-ce que pour lui, ça lui irait d'avoir une rente de 2000 euros, on va dire, c'est les 1500 de dépenses plus une marge de sécurité de 500 euros. Évidemment, tout ça, ça sera à augmenter de l'inflation, hein. Tout ça, c'est net d'inflation plus tard, quoi, qu'il faut prendre en considération, évidemment. Imaginons qu'ils nous disent, ouais, moi, allez, c'est dans 20 ans que je vais être libre financièrement. Donc, c'est à 50 ans. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que comme on a 20 ans déjà d'horizon de placement, là, l'idée, c'est de générer un maximum de performance et de surfer sur les intérêts composés au maximum. Donc là, ça va être tout en s'adaptant à son profil de risque, mais d'aller chercher donc des actifs de performance, bourse, private equity. On va voir s'il est OK aussi pour utiliser de l'effet de levier. Est-ce que donc il est donc typiquement un crédit lombard, ou est-ce qu'il est OK pour lever de la dette pour investir en immobilier? Ça peut être des SCPI, donc c'est passif, ou ça peut être de l'immobilier locatif ou autre. Donc ça aussi, ça va être un levier d'accélération très important pour sa retraite. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est que avant l'échéance là des 20 ans, il va falloir sécuriser progressivement son portefeuille. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire l'erreur donc à 49 ans, on a encore que des actifs risqués, et le jour de son anniversaire, on vend tout et on place sur des actifs de rendement qui génèrent une rente, tu vois. Ça serait une erreur, parce que si le jour de son anniversaire de 50 ans, s'il y a un krach boursier à ce moment-là, vendre au pire moment, ça serait une catastrophe financière pour lui. Donc, il va falloir sécuriser progressivement. Donc, typiquement, au bout de, je sais pas moi, ses 40 ans, entre ses 40 ans et ses 45 ans, entre ses 40 ans et ses 50 ans plutôt, on va progressivement arbitrer une partie des actifs qui sont risqués, donc private equity, bourse, vers des actifs de rendement qui vont commencer déjà à générer des revenus qu'on va continuer de réinvestir, qu'on va capitaliser, pour générer le maximum de rente à ses 50 ans et atteindre son objectif, imaginons, de 2000 euros par mois, avec le même pouvoir d'achat de 2000 euros, mais dans 20 ans. Donc ça sera, si ça se trouve, 3000 ou 3500 euros. Voilà, donc ça, c'est le plan, en fait, c'est le plan qu'il doit avoir Paul pour partir à la retraite à 50 ans. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est s'il peut, Paul, entre-temps, gagner plus, renégocier son salaire, s'il a des opportunités pour plus épargner, en tout cas, ça, c'est toujours bon à prendre, sans pour autant en pâtir sur sa vie, hein. L'idée, c'est pas d'être un forcené au travail pendant 20 ans et à ses 50 ans, j'arrête tout. Également, une autre piste pour Paul, c'est est-ce qu'à ses 50 ans, il veut vraiment rien faire et être un fat fire vraiment rentier, un peu caricatural à la plage avec un cocktail, ou est-ce que ça l'intéresse à ses 50 ans, est-ce que finalement il gardera pas une certaine activité professionnelle, ce soit un mi-temps, un temps partiel, ou voilà, ça aussi, ça peut aider dans la réalisation de son plan, parce que une chose qu'il faut absolument éviter quand tu crées ton plan, c'est la ruine. Donc ça serait la faillite pour lui. C'est quoi la faillite? C'est, imaginons qu'à 50 ans, comme on disait tout à l'heure, il a que de la bourse, il vend au pire moment, son plan s'écroule, il est obligé de repartir pour travailler à 60 ans, à 67 ans plutôt, et il est dégoûté, quoi. Autre faillite possible, c'est à 50 ans, je vis pas d'actifs de rendement, mais je vis plutôt de mes placements boursiers alors c'est équivalent, mais soit en dividende, soit en retirant une petite partie tous les ans. Alors fiscalement, c'est mieux de retirer une petite partie tous les ans. Mais c'est peu à peu d'avoir un portefeuille en fait qui peut s'épuiser, parce que les dividendes, du coup, on les réinvestit pas, ou alors
parce que on retire une partie tous les ans. Et au bout d'un moment, en fait, il a plus la rente qu'il espérait avoir, quoi. L'inflation, imaginons les prix ont trop augmenté, ou donc ça c'est des choses vraiment il faut vraiment sécuriser. Et nous, quand on fait des plans comme ça, on est assez pessimiste, parce que il vaut mieux anticiper le pire, que d'être trop optimiste et qu'en fait ça se réalise pas et que lui il se retrouve sur le carreau, quoi. Donc voilà un peu le plan pour Paul. Je sais pas si c'était ce que tu voulais. Ouais, parfait, c'est parfait. Je sais, j'ai pas donné beaucoup de détails parce que pour faire vite et pour avoir une idée plus globale que vraiment un cas précis avec des chiffres. Deuxième cas pratique, c'est Christophe et Marie. C'est un couple, ils sont mariés, ils ont la quarantaine, ils ont 2 enfants. C'est un couple français de base. Ils sont propriétaires de leur résidence principale, qu'ils ont acheté à crédit avec un patrimoine brut de 300 000 euros. Voilà, ils ont acheté une maison quelque part. Ils ont un patrimoine brut total de 300 000 euros à deux. Et ils viennent te voir. Et ils te disent, voilà, on n'est pas des investisseurs, mais voilà, on a ce patrimoine. Qu'est-ce qu'on doit optimiser? C'est quoi les priorités qu'on doit faire, nous? Est-ce qu'on doit penser à la fiscalité? Est-ce qu'on doit penser à la transmission? Est-ce qu'on doit penser à l'investissement? À ce stade de nos vies, est-ce qu'on a fait? C'est quoi qu'est-ce qu'on priorise en fait par rapport à nos âges et nos 2 enfants et notre patrimoine actuel? Yes, alors déjà ils sont mariés, donc ça c'est très bien en termes de protection du conjoint. Nous, ce qu'on va regarder, c'est notamment s'ils ont un contrat de mariage, s'ils ont prévu des cas particuliers. Encore une fois, le CGP il doit prévoir le pire, hein, donc en cas de divorce, en cas de décès de l'un ou de l'autre, comment se retrouve le conjoint survivant s'il y a un décès, est-ce qu'il a bien la résidence principale, on peut faire des donations dernier vivant. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut regarder. Pour les enfants, alors transmission de patrimoine à 40 ans, c'est des choses qui se regardent, mais c'est pas des choses non plus qui vont être prioritaires. Par contre, comme ils ont 2 enfants, investir par contre pour ces enfants, ça peut être très intéressant. Donc avoir une assurance vie pour leur enfant mineur, une assurance vie par enfant au nom de l'enfant, ou un compte titre au nom de l'enfant. Donc ça peut être intéressant s'ils placent 50 euros par mois par enfant, imaginons, ou plus, hein, en fonction de leurs moyens. Ils ont une résidence principale, donc ça c'est génial, ça c'est top, hein. C'est quand même bien d'avoir sa résidence principale, et c'est aussi une sécurité patrimoniale à avoir. Donc ce qu'il faut regarder aussi sur leur crédit. Donc leur crédit, est-ce que c'est un bon taux? Est-ce que si c'est un mauvais taux, est-ce qu'on peut essayer d'avoir une renégociation de taux ou un rachat de crédit pour faire mieux? L'assurance emprunteur, ce qu'on disait tout à l'heure, donc là on va regarder combien ils payent en assurance emprunteur et est-ce qu'on peut faire mieux. Voilà, après ils ont un patrimoine brut donc de 300 000 euros, donc là on va voir aussi leur stratégie d'épargne. Ça aussi, ça va être une priorité. Qu'est-ce qu'ils font pour leur retraite? Ça, c'est clairement un gros problème aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils commencent à préparer leur retraite? Est-ce qu'ils investissent un petit peu tous les mois? Puis après, l'idée, c'est de mettre en place une stratégie d'épargne et d'investissement adaptée à leur objectif. Et voilà, c'est déjà pas mal. Après, en fouillant, tu sais, en parlant, parce que là, j'ai peu de paramètres, mais il y a toujours X sujets qui se rajoutent. Ouais. Dernier cas, c'est un jeune qui a 25 ans, 26 ans, et il a horreur du salariat et il se lance dans l'entrepreneuriat. C'est un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a des revenus très variables. C'est vraiment au balbutiement. C'est-à-dire que des fois, il va toucher 1000 euros, des fois, il va toucher 3000 euros. Et c'est vrai, il n'y a pas de rien n'est stable. Il y a des mois où il va rien faire. Étant donné qu'il est jeune et qu'il a ses revenus qui sont très instables, il n'a pas de filet de sécurité. Donc sur son livret A, il y a 50 euros. C'est juste ça le profil. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu lui recommandes pour stabiliser, c'est quoi les premières briques qu'il doit mettre en place déjà pour stabiliser en fait le patrimoine et commencer à le construire,
alors qu'il évolue toujours dans ce scénario d'instabilité? Enfin, comment dans un monde chaotique et instable, il peut tout de même mettre un peu de stabilité sur son patrimoine, plutôt que de dire ouais mais je le ferai plus tard quand ça sera plus sûr, tu vois, et peut-être perdre 5, Mm. 10, 15 ans de construction. Yes, alors, pour ce jeune de 25 ans, donc évidemment, une Il des s'appelle priorités, ça va Mathieu. être le filet de sécurité. Surtout, il s'appelle Mathieu. Surtout que, avec 2T, surtout Avec deux T bien sûr. qu'il a un emploi et des revenus variables. Ouais. Ben la priorité, c'est effectivement le filet de sécurité. Pour ben en cas de coup dur, le jour où justement il y a plus de revenus pendant quelques mois, comment il fait? Alors parfois, hein, chez les jeunes de 25 ans, il y a toujours les parents derrière qui sont là si besoin. Bon, ça peut être le filet de sécurité, on va dire au début. Là, peut-être qu'il a encore ses parents. Imaginons que ses parents ne l'aident pas. Il est Mm. vraiment dans la merde si demain il n'a pas de revenus pendant quelques mois. Vraiment, il a plus rien. Il a 50 euros sur son livret. Il peut plus payer son loyer, il peut plus rien faire. Donc ça, c'est la priorité absolue. Le filet de sécurité, l'épargne de précaution. Donc par exemple sur son livret A, effectivement, ou ou autre. Voilà. Ensuite, on va dire que il y aura il y a pas du tout la priorité d'investir aujourd'hui tant que ce filet de sécurité est pas rempli. Et je pense même que voilà, c'est pas du tout sa priorité aujourd'hui, c'est son entreprise, son projet entrepreneurial qu'il faut qu'il développe. Par contre, il faut qu'il se sécurise financièrement derrière, quoi. Et une fois qu'il est sécurisé financièrement, là, il faut qu'il continue son projet entrepreneurial et qu'il se concentre sur ça. Et puis après, s'il commence à avoir une épargne mensuelle à investir, là, il aura évidemment tout intérêt à préparer aussi sa retraite en tant qu'entrepreneur. Ça sera très, très important. Mais là, l'urgence, c'est le filet de sécurité, clairement. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu d'avoir joué le jeu. Je sais que c'était pas forcément facile parce que c'est un peu au dépourvu, il y a eu aucune préparation. Donc merci pour ces réponses. J'ai peut-être trois questions de conclusion avant qu'on termine, si tu as encore quelques minutes, histoire de bien conclure cette Ouais, carrément. discussion. Des clients que tu as vus jusqu'à maintenant, c'est quoi le pire truc que tu as vu, la pire décision financière patrimoniale que quelqu'un ait fait? Et c'est quoi, au contraire aussi, le meilleur choix patrimonial qu'un client ait fait, un truc qui t'a bluffé, quoi? Il t'a dit, OK, waouh, c'est limite, prenez ma place, monsieur. C'est quoi le pire truc que tu as vu de la part d'un client comme décision financière qu'il a pris, où tu lui as dit, non, mais monsieur, là, vous avez complètement foiré? Et, et aussi, c'est quoi la décision qui t'a le plus bluffé, où tu t'es dit, putain, le gars, il a bien géré sur ce coup? Tu peux prendre quelques Ouais, minutes moi, pour il y a réfléchir. deux. Non, non, mais il y a deux profils moi qui m'ont vraiment marqué. Euh, Premier profil, c'est une dame en fait. Elle était médecin généraliste. Ok. Elle avait 70 ans quand elle est venue au cabinet. Enfin, elle doit avoir 70 ans aujourd'hui, encore peut-être 71. Et là, on l'a reçue nous en présentiel. Et en fait, la première fois qu'elle est venue, elle a fondu en larmes avec nous. Euh, Pourquoi? Parce elle venait de comprendre que toute sa vie, elle avait travaillé comme une forcenée en tant que médecin généraliste et qu'elle était un petit peu passée à côté de sa vie, euh, notamment pour ses proches, et qu'elle n'avait pas été si présente. Et là, c'était plein de regrets, quoi. C'était plein de regrets. Et ça, c'était assez difficile même à vivre pour nous. Mais après, bon, on a vu de l'espoir dans ses yeux de bien faire les choses maintenant. Donc ça, c'était sympa. Donc, ça, pour moi, c'est triste, hein, mais c'est peut-être, c'est ça les vraies erreurs, en fait. Les vraies erreurs, c'est pas des Mm. erreurs financières, c'est l'impact que ça a derrière. Si tu perds des milliers d'euros, mais tu es toujours en très bonne Ouais. santé, tu as toujours ta famille et que tout va bien pour toi, c'est pas une grosse erreur. C'est une grosse erreur si tu perds des milliers d'euros
tu te retrouves à la rue ou tu peux pas payer l'opération pour ta fille ou autre, tu vois, où tu peux pas réussir à payer les études de tes enfants. Ça c'est des grosses. Enfin, alors après, bon, chacun selon ses moyens, mais euh, ça c'est des choses qui ont de l'impact, tu vois. Ça c'est des choses qui sont qui peuvent Ouais. être qui peuvent faire mal. Et après, donc une autre anecdote un peu plus fun, on va dire. On a reçu un client nous qui avait gagné à Euro Million, One Million, enfin je sais plus comment ça s'appelait. Il avait touché un peu plus de 20 millions d'euros. Putain. Et lui, alors ce qui était quand même assez incroyable, c'est que c'est qu'en ayant cette somme sur ce compte en banque, il a continué à travailler. Et Ok. il faisait la plonge dans un restaurant, tu vois, et il a continué à faire ça. Parce que il avait, tu vois, cette valeur travail. Et bon, aussi, il avait pas trop compris vraiment ce qu'il pouvait faire avec autant d'argent. Euh, mais lui, Hmm. moi, il m'a bluffé par contre. Il m'a bluffé parce que je me suis dit, waouh, combien il y en a qui seraient partis tout dilapidés et, euh, Ouais. et tu vois, faire les trucs les plus dingues ou acheter des trucs futiles, tu vois. Non, lui, il est resté avec cet argent sur son compte et puis il a continué vraiment sa vie, quoi. Donc ça, c'était bluffant. Ça, c'était bluffant et je me dis, il y en a qui restent complètement les mêmes, même s'ils deviennent Ouais. extrêmement riches du jour au lendemain, tu vois. Ouais. Du coup, lui, il est venu de lui-même ou c'est quelqu'un qui lui a dit arrête de faire le con, va voir un professionnel, fais-le travailler ou c'est de lui-même qui s'est dit qu'il fallait que je fasse Non, ça ouais, avec mon il est argent venu. ou c'était en train de poireauter sur un compte bancaire et quelqu'un lui a dit va voir quelqu'un. Oui, alors en fait, lui, il est venu de lui-même, mais il avait déjà été plus ou moins accompagné. Alors ça s'était mal passé. Il y avait eu d'autres trucs avant, etc. Il avait finalement enfin, il avait rien fait, tu vois, avec son argent, mais on lui avait déjà parlé. Hmm. Tu vois, ça faisait quelques années qu'il avait gardé, enfin, qu'il avait gagné ça. Euh, voilà. Après, j'ai pas plus. Enfin, nous, on n'a pas plus posé de questions sur. Ok. Nous, l'idée, c'était à partir de maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que tu veux vraiment, parce que il y a vraiment des choses possibles. Enfin, si tu veux arrêter de travailler, clairement, tu peux, quoi. Donc, Ok. voilà. Intéressant. Dernière question, Mathieu. Tu connais l'expression française les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Ouais. Ok. Euh, les grandes lignes de ton patrimoine. Est-ce que ça ressemble à ce que tu expliques? Est-ce que tu enseignes? Ou c'est beaucoup plus simple? C'est beaucoup plus terre à terre? Ou c'est optimisé comme tu peux être emmené à le faire? À quoi ressemble la construction de ton patrimoine? Bien sûr, dans les grandes lignes, hein, sans forcément rentrer dans les détails et les montants. Mais voilà, globalement, le patrimoine de Mathieu, à quoi il ressemble grosso modo. Yes, alors j'estime, ou j'espère, je sais pas comment dire, mais être un cordonnier bien chaussé, dans le sens D'accord. où mon portefeuille est optimisé. Alors, j'ai du patrimoine professionnel. Donc j'ai deux sociétés avec une holding. Dans cette holding, il y a plusieurs investissements, notamment des SCPI en direct, de l'usufruit de SCPI. Alors, c'est un truc très intéressant pour les chefs d'entreprise. Il y a un contrat de Mm. capitalisation, il y a un compte titre aussi à l'intérieur. Voilà, donc il y a des choses qui sont faites sur ça. Et ensuite, en perso, j'ai également des investissements. Donc j'ai un PEA, un PEA PME, j'ai plusieurs assurances vie. Je suis en train d'ouvrir un PER. Jusqu'ici, c'était pas intéressant pour moi parce que je me versais plutôt des dividendes, donc ça grossissait pas ma TMI. Mais là, ça le devient. Et j'ai des comptes titres aussi. Et donc, en termes de classe d'actifs, j'ai autour de 30% de bourse. J'ai autour de 20-25% de private equity. J'ai autour de là aussi 30% d'immobilier SCPI D'accord. slash
fonds club d'Ilimo, quoi. Là aussi, il y a des choses. Et après, j'ai aussi ce que je disais tout à l'heure, de l'obligataire avec de la dette privée, des fonds datés. Et après, j'ai une partie plus liquide avec des livrets, du fonds euro. J'ai 5% de crypto dans mon patrimoine. C'est la recommandation que je fais sur ma chaîne comme à nos clients. Sauf si vous êtes averse aux crypto, il n'y a aucun problème. C'est facultatif, entre guillemets, c'est le dernier étage. Et voilà, j'ai globalement ça dans mon portefeuille. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, Peut-être les métaux je suis en précieux. train d'acheter On ma n'a pas résidence parlé des principale, métaux précieux. évidemment. D'accord. Ok. Ouais, alors j'ai un peu d'or, mais c'est vraiment pas significatif. Là non plus, je suis pas convaincu parce que c'est classe d'actifs non productive. Mais je suis en train d'acheter ma résidence principale, donc là je vais avoir un effet de levier aussi sur mon patrimoine avec un crédit. Et Ok. j'aurai un peu plus d'IMO aussi. Et voilà globalement mon patrimoine. Ok. Donc non, globalement, c'est bien alloué, c'est bien diversifié. Il y a un peu de toutes les enveloppes. Donc non, effectivement, tu sembles être un cordonnier bien chaussé, tu vois. Ok, bah écoute, merci d'avoir joué le jeu de l'honnêteté et de la transparence. Et en tout cas, bah, je pense que de mon côté, j'ai posé toutes les questions que j'ai notées. Est-ce que tu as peut-être un conseil ultime, un conseil final, si tu devrais dire qu'une seule chose, est-ce que la scène est à toi si tu as un conseil ultime ou un conseil final? Non, mais effectivement, tu as raison de demander le côté un peu qu'est-ce que tu as vraiment en portefeuille. Enfin, moi, je me souviens d'une citation Mmh. de Nassim Nicolas Taleb qui disait ne me dites pas ce que vous pensez, dites-moi ce que vous avez en portefeuille. Parce que Ouais. c'est comme ça que tu vois les vraies Mmh. convictions des gens. Évidemment. Mmh. Et, euh, et du coup, nous, dans les formations qu'on propose, notamment formation LBD, j'ai un sheet. Donc moi, je gère tout mon patrimoine, je gère avec un Google Sheet. Et je Ok. laisse libre accès à tous nos membres. Et ils ont accès à tout parce que voilà, je leur dis, ben moi, je vous apprends à comment investir. Euh, Regardez ce que j'ai vraiment. Vous voyez que c'est aligné avec ce que je vous dis. Donc ça, pour moi, c'est aussi très important. T'as raison. Sinon, je Ok. voulais te dire merci pour l'invitation. Et j'ai pas plus de Merci à conseils. toi Je pense d'avoir qu'on en a investi. donné pas mal. En tout cas, tu sais, les conseils vraiment basiques, des fois, sont vraiment les plus importants et les gens les conscientisent pas. Et pour moi, les deux conseils basiques, c'est investissez le plus tôt possible, en comprenant ce que vous faites, évidemment, hein, donc en vous formant, en regardant des vidéos, etc. En lisant, il y a des bouquins super, etc. Tu peux apprendre sous toutes les formes aujourd'hui. Et deuxième Mmh. conseil très basique, c'est au lieu de chercher la petite bête pour optimiser votre rentabilité au max, le premier levier, c'est combien vous investissez ensuite. Investir tôt et le plus possible, c'est ça les deux vrais leviers pour générer un maximum d'intérêt composé. C'est vrai. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu pour ton temps. On a plus d'une heure et demie, c'est top, ça va faire un super contenu, une super vidéo. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bah pourquoi pas une prochaine fois, peut-être pour une suite, peut-être pour d'autres conseils, peut-être rentrer un peu plus dans les détails aussi sur les enveloppes, parce que surtout à la fin, on n'a pas trop parlé des assurances luxembourgeoises, donc il y a beaucoup de détails en fait sur la fiscalité, la transmission. Ça peut être sympa de faire d'autres épisodes sur ça, mais en tout cas, ce premier était top. J'ai appris beaucoup de choses en tout cas de mon côté perso et je pense que ça va être super utile pour l'audience. Donc voilà, merci beaucoup Mathieu et je te dis à une prochaine fois. Bah, avec grand plaisir. Merci pour Salut. l'invitation, Seb.